Le recruteur de la série Squid Game. Le recruteur n'a pas de nom. C'est l'homme qui propose à des Sud-Coréens de gagner des milliers de won s'ils gagnent à un jeu, le gaji. Et ensuite, les invite à participer à un plus grand jeu, très morbide. Si vous avez vu ou entendu quelques faits de la série Squid Game, vous savez que les activités ludiques et secrètes causent la mort aux perdants. Quand on rencontre le recruteur, la seule violence que l'on observe, c'est des claques, si les participants n'ont rien à lui offrir à chaque partie perdue. Durant la saison 2, le héros, seul survivant et gagnant du grand jeu mortuaire, Ji-hoon, le recherche, pour qu'il le mène à l'organisation responsable de toutes ces horreurs. Pouvoir. C'est durant la 2e saison que l'on remarque ses aptitudes physiques. C'est un homme agile et fort. Il arrive à battre 2 hommes et les enfermer. On ne le voit pas les porter, mais le recruteur est toujours vu seul, sans aide. Il est aussi très intelligent car il remarque quand on le traque et neutralise ses adversaires aisément. Comme on le voit très peu, je n'ai pas assez pour déterminer toutes ses aptitudes. Donc je mets la moyenne 3 étoiles. Cruauté. Sa première apparition est courte, mais l'on remarque qu'il prend plaisir à gifler les personnes qui perdent à son jeu. Et en découvrant ce à quoi correspondent les autres activités ludiques, qu'il n'a aucune peine à mener les participants vers la mort, il se qualifie comme un messager qui ne fait que délivrer des invitations, alors qu'en vérité, il est un ange de la mort. Dans la saison 2, sa cruauté est encore plus grande. Il propose à des mendiants soit un ticket de loto à gratter ou une brioche. Il sait très bien que la majorité va tenter de s'enrichir au lieu de se nourrir. Quand il a fini de faire ses propositions, il écrase les brioches. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'il dit et considère tous les joueurs comme des déchets. Plus tard, il séquestre les 2 hommes qui le pistent pour le compte de Ji-hoon et leur propose un jeu, un face-à-face, entre amis, qui va mener à la mort de l'un, alors que les 2 hommes ne faisaient que le suivre. Un autre point cruel, lorsqu'il se confronte enfin à Ji-hoon, il révèle avoir trouvé sa voie en tuant son propre père. Terreur. Le moment le plus terrifiant, c'est quand il impose les 2 amis qui le suivaient de jouer à pierre, papier, ciseaux, l'un contre l'autre, et que le perdant doit recevoir une balle de revolver. Pour le reste du temps, il n'impose aucune cruauté ni mort qui engendrait de la peur dans l'esprit de ses interlocuteurs. Ils sont tous libres de leur choix. Même Ji-hoon dans le dernier jeu, que le recruteur a perdu. 3 étoiles. Résistance. Cet homme très singulier et malveillant révèle très peu de faiblesse. Il se ressaisit toujours et même quand il comprend qu'il va perdre au jeu de la roulette russe, il va jusqu'au bout et ne pleure pas. 4 étoiles. Humanité. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est qu'il va au bout des choses, au prix de sa propre vie. Je ne comprends pas son choix de se mettre en danger, mais au moins il est cohérent. 2 cœurs. Moyenne, 15 étoiles et 2 cœurs. Tony Wendis, du film Le crime était presque parfait de Alfred Hitchcock. Film réalisé en 1954 et adaptation d'une pièce de théâtre de Frederick North diffusée à la BBC 2 ans plus tôt. Le crime était presque parfait est une histoire de manipulation, celle d'un époux qui craint que sa femme le quitte pour un auteur de romans policiers. Mais ce n'est pas son amour qu'il a peur de perdre, mais sa fortune. Tony Wendis, ancien champion de tennis, interprété par Ray Milland, a trouvé une solution. Forcer un ancien camarade de classe à tuer sa femme Margot. Mais quand l'heure fatidique arrive, Margot se défend et tue son agresseur. Tony change ses plans pour que le meurtre ne soit pas une légitime défense, mais un acte volontaire. Cet homme est un salaud. Pouvoir. Sa capacité la plus sournoise est de faire chanter son vieil ami. Pour ne pas être accusé d'escroquerie, Tony lui demande de tuer sa femme. Son autre pouvoir est d'être apte à changer ses plans. D'une épouse tuée, Margot devient une criminelle. Il trompe la vigilance de son épouse pour changer la scène de meurtre. Il brûle le tissu qui a étranglé Margot et le remplace par un collant et en cache un autre. Devant la police, il cherche à mettre en évidence ce vêtement. Il me rappelle Amy Dunn de Gone Girl, à revoir dans l'épisode 1, capable de faire preuve de beaucoup d'imagination et d'adaptation. Il prépare son plan depuis longtemps. Sans que Margot ne le comprenne, il vole son sac qui contient une lettre de son amant, pour qu'elle ait peur qu'on découvre son adultère, et échafauder l'idée que Swan avait rencontré Margot à la maison pour obtenir de l'argent en échange de son silence. Mais Tony n'est pas assez prévoyant.
car un détail va l'incriminer. Je vous conseille vraiment le film. 4 étoiles. Cruauté. Pour moi, c'est un homme d'une grande cruauté. Contrairement à Hamilton, il ne cherche pas à retrouver l'amour de sa moitié. Tout ce qui l'intéresse est l'argent. 5 étoiles. Terreur. 1 étoile, car il ne terrifie que Swan. Résistance. Tony est une personne qui sait contrôler ses émotions. C'est un homme froid et calculateur. Il a une emprise sur son espace, et même quand l'inspecteur le met la main dans le sac, il ne fuit pas et s'installe sur une chaise avec le plus grand calme. 4 étoiles. Humanité. Je lui mets 0. Parce que je le trouve exécrable, au plus haut point avec Margot. Aucun scrupule, aucune empathie. Voir une personne souffrir d'injustice, c'est ignoble. 0. Moyenne 14. Et 0 cœur. Madame Fichini, ou Fedora Fichini, des malheurs de Sophie. Le visage poudré de blanc, les lèvres violettes, le regard froid et austère, la main prête à battre sa belle-fille. Voilà comment je décrirais Madame Fichini, la méchante belle-mère de Sophie de Réan, que beaucoup d'enfants et d'adolescents ont rencontrée dans la série animée Les Malheurs de Sophie, adaptée de la trilogie presque autobiographique de la comtesse de Ségur, publiée entre 1858 et 1959. L'œuvre a aussi été adaptée au cinéma, et le dernier film en date est celui de Christophe Honoré, avec Muriel Robin en Madame Fichini. Pour ma part, je m'intéresse à la version que j'ai connue enfant, celle qui porte une étrange coiffe et une robe de bal trop grande pour entrer dans le carrosse et pour s'asseoir. Voyons donc qui est Madame Fichini. Madame Fichini est la fille adoptive d'un riche propriétaire terrien dans la Nouvelle-Orléans et aussi président d'une voie de chemin de fer. Quand on la rencontre, son père est mort et il a tout légué à ses amis, le père de Sophie de Réan et son oncle. La famille de Réan décide de s'installer quelque temps en Louisiane pour régler les affaires. Mais le bateau qui navigue à travers l'océan Atlantique fait naufrage et Sophie perd sa mère, son oncle, sa tante, tandis que son cousin, lui, a disparu. Il survivra avec des membres de l'équipage. Sophie et son père sont logés chez l'orpheline Fedora, une gentille dame aux premiers abords, mais elle se montre de plus en plus sévère quand la petite Sophie est loin de son père. Fedora et lui vont se marier, 1 an après la période de deuil. Puis Fedora révèle enfin en plein jour sa violence envers sa belle-fille. Son époux ne l'accepte pas, pousse Fedora. Mais il est encore souffrant depuis le naufrage et meurt quelques jours plus tard. Sophie n'a plus personne pour la protéger, et Madame Fichini décide de quitter la Louisiane pour la France et découvrir le château de son défunt époux. Sophie est heureuse, car elle va retrouver ses amies Camille et Madeleine, et surtout leur mère Madame de Fleurville, une seconde mère pour Sophie, et une femme d'une grande douceur. Pouvoir. Je me creusais la tête pour trouver des pouvoirs à cette Fedora. C'est une femme tellement ridicule, jalouse et de mauvaise foi, que c'est difficile de lui trouver des aptitudes extraordinaires qui en feraient une méchante puissante. Comme tous les humains que j'ai classés dans les vilains de fiction, elle fait appel à la comédie pour séduire le père de Sophie, mais aussi pour attirer l'attention et faire passer sa belle-fille pour une enfant gâtée au lieu de la soutenir. Mais quand elle est en Normandie, son petit jeu ne marche pas. 2 étoiles. Cruauté. Elle va avoir beaucoup d'étoiles cette fois-ci. Madame Fichini va faire souffrir Sophie le plus possible, la battre le plus possible, l'humilier le plus possible, la priver de nourriture, la punir avec injustice, au point que la petite fille ne sait plus qu'en parler. Mais comme je l'ai compris avec un fait visible dans les livres, elle fait en sorte d'enlever l'identité de la maligne petite Sophie. Dans les livres, Fedora oblige l'enfant à oublier son nom de Réan pour Fichini, alors que dans la série animée, elle agit avec d'autres moyens. Plus de traces de la mère de Sophie. Portrait, robe, loin de sa vue. Sophie doit l'appeler maman, et elle ne doit jamais parler du naufrage, de ses parents, ni de Paul. Bref, cette belle-mère veut effacer les racines de Sophie. L'éducation est violente. La gamine est battue et humiliée devant ses voisines. Et une autre violence qui lie les 2 critiques que je ferai d'elle, c'est qu'elle fait couper les cheveux de Sophie. Yvonne, la bonne en Louisiane, en est dévastée. Elle trouvait ce geste désastreux. Mais Fedora avait un plan, que personne ne la reconnaisse en France. Je voudrais en profiter pour ajouter quelques informations. L'auteur, Madame de Ségur, a raconté à travers cette trilogie une grande partie de son enfance et de l'éducation violente de sa mère puis de sa belle-mère. Dans le dessin animé, Madame de Réan est sévère mais aimante,
alors que dans le livre elle bat beaucoup de fois sa fille. Hachette, l'éditeur, n'appréciait pas 2 scènes de violence qu'il trouvait pas réelles, alors que la comtesse de Ségur disait que c'était historique. Et je dois le préciser, les sévices sur enfants étaient légales. 5 étoiles. Terreur. Qui peut avoir peur de Madame Fichini? Sans aucun doute, Sophie. Sa belle-fille ne peut pas se rebeller, sinon la petite enfant peut être encore plus battue. Ses domestiques en France en ont plutôt peur, en Louisiane aussi, mais Yvonne ne cache jamais son désaccord et va même révéler à Monsieur de Réan que sa fille a été battue. Je lui donne donc au moins la moyenne, mais Fédora va vite se faire des ennemis, dont la première est la petite Marguerite de Rosebourg, une invitée de la famille de Fleurville. La petite fille brune défend toujours les victimes d'injustice et contre la vie de sa mère, elle ne se censure pas et attaque verbalement Madame Fichini pour défendre son amie Sophie, car elle ne supporte pas la violence et l'injustice. Marguerite n'aurait pas aimé Tony Wendis. Elle sera suivie de Camille et Madeleine, puis Madame de Fleurville. Mais je ne peux pas invalider les émotions et les traumatismes de Sophie. Elle est sa principale victime. Et après quelque temps chez les Fleurville, Sophie apprend le retour de sa belle-mère. Sophie a si peur de devoir revivre avec elle. Donc, 4 étoiles. Résistance. Madame Fichini ne fait pas preuve de beaucoup de force. Elle est ridicule. Porte une robe de bal qui ne lui permet pas de rentrer dans la voiture. Quand elle tombe, elle cherche à attirer l'attention. Et quand elle fait une petite chute, elle se fait bander le pied. Elle est ridicule et faussement fragile pour qu'on s'intéresse à elle, alors que la vraie personne à prendre en peine, c'est sa victime. C'est Sophie. Alors 2, parce qu'elle joue la comédie. Humanité. Je lui mets juste un cœur, car à la fin, après avoir quitté Sophie et la France pour un voyage en Italie, elle revient malade, et aux portes de la mort, elle demande à sa belle-fille de lui pardonner. Et l'enfant va finir par le faire. Mais selon moi, c'est juste pour obtenir une place au paradis, ou je ne sais quoi, pour avoir des faveurs de son supérieur spirituel, de l'opportuniste. Elle était elle-même orpheline, donc pourquoi faire du mal à quelqu'un comme elle? Donc en soi, c'est 0 par solidarité pour tous les enfants et même les victimes de violences physiques et morales. Mais je lui donne un cœur parce qu'elle a épargné à Sophie de la suivre en Italie et de la martyriser encore plus. Voyons donc le classement des méchants très très méchants. 11e, Siobhan Corbin. 10e, Baby Jane. 9e, Rasputin. 8e, Les Anges Pleureurs. 7e, Le Grand Méchant Loup. Et entre enfin Fédora Fichini en 6e, suivi de Tony Wendis en 5e, Le Recruteur en 4e, à égalité Amidon et L'Homme Branchi, puis en première position Dracula. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire qui vous fait peur parmi ces 3 méchants. Osez me donner un méchant à étudier. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. A plus.